Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, vous êtes déjà quatre, c'est pas mal. J'espère que les autres vont arriver. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Est-ce que vous pouvez m'envoyer un message, s'il vous plaît, pour me dire si vous m'entendez? Là, vous avez un endroit où vous pouvez chatter et vous pouvez me dire si vous m'entendez. Oui, madame, on vous entend bien. D'accord, parfait. Là, vous êtes que quatre, vous êtes cinq personnes. Ok, cinq personnes. Oui, parfait, c'est bien. C'est une très bonne chose. Donc, bonjour pour votre cours de droit social. Je vous souhaite les bienvenus et j'espère que cette méthode-là sera efficace et que ça va vous permettre de suivre le cours. Est-ce que quand vous avez reçu le cours, vous avez vu que j'ai mis à côté un PDF du code de droit de travail, code du travail, vous l'avez vu? Oui, parfait. Donc, le premier exercice que vous allez avoir, pas aujourd'hui bien sûr, mais j'aimerais bien que vous allez lire le code de travail, d'accord? Que vous allez commencer à le lire petit à petit, parce que le code de travail, on ne peut pas travailler, on va en parler, mais il faut vraiment qu'il y ait une lecture de ce code de travail et que si vous avez des questions, vous pouvez me les poser comme ça, on va les comprendre tous ensemble. D'accord? Pour cette session, cette première session, pour ce premier cours, c'est même pas session, c'est un cours. Pour ce premier cours, on va voir vite fait quels sont l'historique du droit de travail, le droit social au Maroc, et on va voir d'une manière assez rapide de comment le droit de travail il a commencé à, euh, à prendre place au Maroc et comment on a commencé euh, à l'étudier, où sont ses limites, etc., etc. La première chose, c'est que vous deviez savoir, en tant que juriste, que le droit de travail est une des matières les plus importantes. Autant que quand vous allez être praticien du droit, c'est une matière qui est d'une importance cruciale. Même dans vos familles, la première chose, dès qu'on va savoir que vous faites des études de droit, on va vous poser toujours des questions concernant le droit de travail. Vous allez avoir dans la famille des amis, des personnes qui vont vous poser des questions par rapport à leur contrat de travail, par rapport à leur situation de salarié, par rapport à leurs employés, etc., et leurs employeurs, qu'ils soient entrepreneurs, qu'ils soient employeurs ou qu'ils soient salariés. Donc, c'est une matière qui est d'une importance cruciale. J'aimerais que vous soyez concentrés et que vous la compreniez et que vous l'aimiez. C'est une matière où dès qu'on commence à la décortiquer, contrairement à ce qu'on croit, on peut l'aimer assez rapidement. Donc, la première chose, aussi, je veux j'ai laissé les messages pour qu'il y ait un peu d'interaction avec vous, parce que d'habitude, même en cours, même quand c'est un cours magistral, quand je suis en amphi, je pose pas mal de questions. Et là, c'est pas interdit que je vous pose des questions et que vous me répondiez comme ça soit par micro ou par message. Vous êtes d'accord? J'attends vos réponses juste pour voir est-ce que ça fonctionne. D'accord, oui. Ok, ok, parfait. Donc, la première chose, je vais vous poser une question. Comment vous imaginez le droit de travail avant les codes? Qu'est-ce que vous imaginez? Ça se passait comment avant les codes, d'après vous? Vous pouvez utiliser votre micro, ça va être plus simple. Ah oui, je vais noter les personnes qui participent, parce que c'est important. Donc, d'après vous, avant le code de travail, tel qu'on l'imagine aujourd'hui, avant qu'il y ait un code qui va régir la relation entre l'employeur et l'employé, entre les salariés, comment ça se passait là, euh, la relation entre salariés et employeurs? Est-ce que vous avez une idée? Pas d'idée du Maroc avant, comment ça se passait? Ce qui se passait avant que chaque métier, on travaille dans quel système? Il y avait quoi comme métier avant?
Donc, pas de réponse. Donc, avant, ce qui se passait, avant que le protectorat arrive et que par conséquent, il y a le droit qui se modernise, vous imaginez très très bien que l'histoire du droit marocain, avec toutes les branches et surtout pour le code de travail, n'était pas tel qu'il était aujourd'hui. Donc, est-ce que vous pouvez imaginer comment ça se passait? Les industries modernes n'existaient pas. Elles ne ressemblent pas en tout cas à celles qui existent aujourd'hui. On était plus dans un monde où vous avez de l'artisanat, de fonctionnement, un travail artisanal et un travail agricole qu'autre chose. Donc, soit vous travaillez dans l'agriculture, soit vous travaillez dans le louage d'ouvrages. C'est-à-dire, ça reste quand même dans le domaine artisanal. Et à l'époque, effectivement, les enfants n'allaient pas à l'école. Les enfants allaient travailler chez ce qu'on appelle les mellem. Est-ce que vous savez ce que c'est le mellem? Vous avez une idée de qui je parle ou pas du tout? Vous avez une idée? C'est un peu bizarre de travailler avec un écran, hein, je vous l'avoue. Le mellem, c'était le patron, oui, tout à fait. C'était le patron, c'était celui qui apprenait le métier à l'enfant. Et après, l'enfant, il grandissait et c'est comme ça qu'il avait l'apprentissage. Et que c'est comme ça qu'il obtenait un travail plus tard. Et donc, à l'époque, il y avait chaque métier avait un émine, ce qu'on appelle l'émine, il existe toujours. Et c'est l'émine qui organisait ce métier-là. Et par conséquent, il organisait les relations de travail entre les salariés et l'employeur et le patron. Donc, il y avait une relation de droit de travail qui était complètement différente de celle d'aujourd'hui. Pour tout ce qui est historique, je vais essayer de le faire pour cette session pour qu'on passe aux choses importantes et intéressantes au cours prochain. Donc, avant le protectorat, la population ouvrière n'était pas encore formée, excepté celles qui travaillaient dans des coopérations, on appelait ça les coopérations. Par conséquent, le louage d'ouvrage était soumis à deux types de règles. Il y avait le droit musulman et le droit coopératif. D'accord? La tradition coopérative, qu'on appelle une tradition coopérative, c'est une organisation d'un métier en un seul corps, formant une unité organique, indépendante et ayant ses propres règles. C'était le système coopératif qui n'a pas disparu. La mine, on entend toujours parler de la mine. C'est-à-dire, par exemple, dans certains métiers, dans un corps de métier, si vous allez chercher, je ne sais pas moi, un menuisier, ben aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on travaille avec ce système de coopératif. Vous allez trouver la mine des menuisiers dans la ville, à qui, s'il y a un problème avec le menuisier, avec qui il vous a fait le louage d'ouvrage, ou un problème avec ce menuisier et un autre menuisier, donc on va voir la mine. Et il y avait une certaine hiérarchie. D'accord? Donc ça concerne la tradition coopérative et les relations de travail au sein de la coopération. Sous le protectorat, quand la présence française est arrivée au Maroc, le droit de travail n'a pas échappé à son emprise. Encore, c'est les Français qui nous ramenaient le droit de travail tel qu'on le conçoit aujourd'hui. D'ailleurs, ça rentre dans toute la tradition de tout ce qui est, de comment on a codifié et comment on a organisé notre système juridique. Tout ce qui est DOC, code de travail, etc. J'espère que vous savez d'où ça vient, etc. En première année, à l'introduction à l'étude de droit, on vous donne ce cours. Donc, la réglementation du travail, elle était en premier lieu contenue dans le DOC. Comme d'habitude, c'est le DOC qui est. Le DOC, c'est l'équivalent du code civil qui existe en France. C'est-à-dire, il va réglementer toutes les relations contractuelles. Et parmi les relations contractuelles, on va trouver le contrat de travail. Il n'y avait pas un code de travail qui était indépendant du DOC. Donc, le DOC incluait le code de travail. Et dans le même sens, donc, il y avait, ça dépendait aussi des deux parties, ça dépendait aussi de chaque corps de métier. Néanmoins, cette législation et c'est susceptible de connaître, elle a été plusieurs objections. D'abord, il est inconcevable que le droit de travail trouve sa réglementation de base
dans le DOC, car entre ces deux disciplines, il existe plusieurs rapports de divergence. On va voir que le droit de travail est une matière qui a ses propres exigences par rapport au DOC, par rapport aux des obligations et des contrats, et que le droit civil qui fait preuve d'une grande flexibilité, et aussi il fait preuve d'une grande stagnation. Ça veut plutôt un droit de l'égalité des parties, de l'autonomie de volonté. Alors qu'on va savoir que dans le droit de travail, certes, il y a une autonomie de la volonté, mais que cette autonomie de la volonté, elle est biaisée. Parce que dans le droit, dans la relation du contrat de travail, on a un fort et on a un faible. On a l'employeur et on a le salarié. Et le fort, bien sûr, c'est l'employeur. Le salarié n'a pas tout à fait le choix quand il signe son contrat de travail. Donc, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il exprime pleinement sa volonté quand il signe un contrat de travail, puisqu'il a besoin de ce travail? On va savoir pourquoi, parce que le travail est un droit fondamental. Et donc, tant que le travail est un droit fondamental, et quand on en a besoin, ça fait partie, c'est comme l'habitation, la santé, etc., l'enseignement, etc. Donc, on ne peut pas le soumettre à la simple volonté des parties. Et le DOC, il est basé sur la simple volonté des parties. Donc, on ne pouvait pas garder le droit de travail dans le DOC. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous m'entendez? D'accord. Bien. Il faut me répondre. Naïna, il faut répondre et dire est-ce que c'est clair ou pas. Comme ça, je n'ai pas l'impression de parler toute seule. Donc, la première chose, on a dit qu'au début, il n'y avait pas le code de travail. Il y avait juste, on travaillait, il y avait un monde de coopératives, c'est-à-dire soit il y avait le monde agricole et ça, il subissait un système qui était propre à lui, soit dans les villes, vous avez des coopératives et dans ces coopératives, vous avez une certaine hiérarchie de l'apprenti jusqu'à le muallim, jusqu'à l'ami, de l'apprenti jusqu'à celui qui va apprendre. Le muallim, c'est pas le patron, muallim, yu'allim. Le muallim, c'est celui qui va apprendre à l'apprenti le métier et jusqu'à l'ami qui va réglementer la coopérative par rapport à ce corps de métier, par rapport à une ville. C'est un système qui existe toujours. Les Français ont débarqué et bien sûr, ils nous ont ramené le code civil. Mais nous, on n'a pas le code civil. Le système marocain, on a le DOC parce qu'on est un système qui est spécifique. On n'a pas pris le code civil tel qu'il est. On a fait un contrat d'arrêt des obligations et tout ce qui est régi par le droit musulman, on l'a mis à part, c'est-à-dire le statut personnel, droit de la famille, etc., etc. Donc, dans le DOC, régissait le rapport de travail entre les salariés et leur employeur. Mais on a trouvé que c'était une mauvaise idée que le DOC puisse intégrer une matière aussi compliquée que le travail, que le droit de travail. Parce que le DOC, c'est le droit des obligations et des contrats, il régit tout ce qui est contrat et tout ce qui est expression de volonté. Là, la volonté, elle est biaisée, comme je vous ai dit. Certes, on donne son consentement pour signer un contrat de travail, mais on va voir que dans la relation de travail, les rapports ne sont pas les mêmes. Le rapport qui existe entre l'employeur et son salarié est un rapport de force. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le salarié, on va le considérer comme une partie faible. Et je vais vous expliquer ce que c'est une partie faible, à quoi elle a droit ultérieurement. Après, il y a eu la réglementation du travail à partir de 1926. Donc, le droit de travail positif marocain a pris son point de départ, on va dire, en 1926. En effet, deux d'arrêts d'une extrême importance. Ils vont être promulgués en cette période. Le premier, il concerne les rapports de travail dans les établissements industriels. Il concerne des enfants. Dans ces établissements, la durée de travail, le travail de nuit, le repos des femmes en couche. Ce texte constitue la législation du travail actuel dans un stade embryonnaire, c'est-à-dire c'est le bébé qui va nous donner le code de travail tel qu'on le connaît aujourd'hui. Le deuxième, il vise le paiement des salariés. À partir de cette date, l'œuvre législative prend un rythme très accéléré. Elle va embrasser une quasi-totalité de relations de travail. Et là, on va retrouver un code de travail qui va petit à petit ressembler au code de travail tel que je vous ai envoyé dans le document et j'espère que vous allez le consulter.
et que vous allez le lire. Donc, après la dépendance, bien sûr, le droit de travail il va connaître 3 incidences majeures: unification de la législation en matière sociale, extension de certains droits au profit des nationaux et modernisation de la législation de travail. Donc, on va essayer de moderniser tout ça et de donner à ce code de travail une efficacité. Ça va devenir, il sera plus moderne, plus efficace. Et bien sûr, le droit du travail, une de ses caractéristiques, c'est un droit qui est très progressiste. C'est-à-dire qu'il doit se ramener avec un changement rapide, avec le changement du marché du travail. Et aujourd'hui, on le voit de plus en plus avec la création de certains métiers qui n'existaient pas. On va parler d'ubérisation, ça n'existait pas, l'ubérisation avant. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas encore réglementé. On ne sait pas, est-ce qu'on doit traiter les personnes qui travaillent sous un contrat ubérisé comme salariés ou pas. J'ai une question, est-ce que vous savez, quand je dis ubérisation, vous savez de quoi je parle, oui ou non? Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est la ubérisation? Non, madame. Non, madame. C'est quoi Uber? Non. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Uber? Non, madame. Uber, vous avez jamais entendu parler de Uber? Oui, tout à fait, les taxis. Merci Moussa, les taxis. Uber, les taxis, Karim, tout ça. Vous avez une idée de ce que c'est, les Uber, les taxis, Karim? Oui, madame. Parfait. Quand vous utilisez votre micro, c'est encore mieux. S'il vous plaît, utilisez les micros, c'est mieux. Comme Madame, ça, il y a... Madame, est-ce que Oui. tu peux dire c'est quoi les Uber et les taxis et tout? Les Uber et les Karim, c'est le service que vous commandez et qui viennent vous chercher, et c'est un service privé. Le Uber aussi, c'est Jumia Food ou Glovo. Vous avez une idée de ce que c'est Glovo? Oui. Oui, oui. D'accord. Glovo, c'est quoi Glovo? Oui, madame. C'est quoi Glovo? C'est des livraisons privées. C'est un service qui D'accord. permet de livrer aux clients. Parfait. Nous, ce qui nous intéresse dans notre matière, c'est le monsieur qui vous livre. D'accord? Le monsieur qui vous livre, il n'est pas salarié chez Glovo. Il va travailler en tant qu'entrepreneur. Il est lié à cette application. L'application, elle lui donne votre commande, il l'accepte et il va chercher votre commande. D'accord? Donc, on va dire que c'est un entrepreneur et on n'est plus dans un contrat de travail. OK? Dans ce cas-là, on va dire que c'est bon. Il va gagner autant qu'il va travailler. Sauf qu'à force des années, on a vu que les personnes qui travaillent, on appelle ça l'ubérisation, c'est ce genre de contrat, ils ne sont ni salariés, ni véritablement entrepreneurs. Parce qu'ils reçoivent ils reçoivent des ordres, des directives d'une application de Glovo, Uber, Careem, etc. D'accord? Et ces directives-là, ils n'ont pas cette liberté de travail. Et en même temps, ils ne sont pas salariés. Et donc, le code de travail aujourd'hui, les juristes du code de travail, les juristes du droit social, de manière générale, doivent trouver une solution au statut de ces personnes-là qui ne sont ni salariés, ni véritablement entrepreneurs. Vous voyez? Et chaque année, chaque décennie, le code de travail, il est obligé de prendre en considération des métiers nouveaux qui n'existaient pas avant et forcément avec de nouvelles considérations, avec de nouvelles technologies, etc., etc. Je donne cet exemple juste pour que ça soit visible pour vous, que vous voyez, vous imaginez de quoi je parle quand je dis que le code de travail est un droit, est une matière progressiste, qui doit à chaque fois prendre en considération de nouveaux métiers qui n'existaient pas avant, quand on a créé le code de travail dans les années 20. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, c'est clair. Vous Oui, voyez ce madame. que je veux? D'accord. Donc, effectivement, après le protectorat, donc on a mis en place un code de travail. Et ce code de travail, c'est la base même du code de travail que je vous ai envoyé, que vous allez lire, qui a bien sûr bien changé et qui a connu énormément de changements, même dernièrement. Jusqu'à 2016, il y a eu une modification
du Code du travail où on a pris en considération le travail des mineurs, etc., etc. On en parlera dans les autres séances. Là, c'est une petite introduction de l'histoire du Code de travail, de comment on est parti d'un système coutumier, le droit musulman, pour arriver à un système codifié. OK? Donc, le droit de travail après l'indépendance, comme je vous ai dit, on a essayé de le codifier. Là, il y a une personne, s'il vous plaît, quand vous finissez de parler, est-ce que vous pouvez éteindre vos micros parce qu'on vous entend. Donc, on a essayé de moderniser la législation du Code de travail par le DARIF de 75, après de 76 jusqu'à DARIF de 75, et bien sûr, il a connu des modifications et des bien plus tard, et heureusement. Donc, le contexte national et international du droit de travail, il est important parce que le Code de travail, s'il vous plaît, quelqu'un a son micro, j'aimerais bien qu'il éteint. Je l'entends, je m'entends. Éteignez tous vos écrans, parfait. Donc, le contexte connaît une pluralité, et là, vous allez un peu vous concentrer avec moi, la pluralité des sources qui caractérisent le droit de travail. D'accord? Il y a, premièrement, les sources traditionnelles, premièrement, les sources nationales, et la première source, c'est la Constitution. Et qu'est-ce que nous dit la Constitution? Elle nous dit que tous les citoyens ont également droit à l'éducation et au travail. Et comme vous entendez bien, éducation et travail, les deux vont ensemble. Les deux se mettent côte à côte. On a le droit, c'est un droit fondamental qui est l'éducation, et le droit de travail aussi est un droit fondamental. D'accord? Il s'ensuit que l'exercice, excusez-moi, voilà, du droit syndical ne soulève pas d'obstacle en pratique. Le droit au travail, dont les circonstances économiques, sociales actuelles, n'a qu'une portée théorique, pour ne pas dire fictive. L'arrivée massive des jeunes cadres sur le marché de travail, l'abondance de la main-d'œuvre va faire que ce droit constitutionnel, même s'il est constitutionnel et que c'est un droit fondamental, qu'on a beaucoup de difficultés à le mettre en place. C'est comme le droit, on revient au droit à l'éducation. Le droit à l'éducation est un droit fondamental, le droit au travail est un droit fondamental, mais en même temps, vu la situation économique, tout le monde n'aura pas la possibilité d'accéder à ce droit. D'accord? Après, vous avez le nouveau Code de travail avec tous ces livres que vous allez voir. Est-ce que vous l'avez tous? Non, madame. J'ai mis à votre disposition un PDF contenant le Code de travail. Vous l'avez? Vous l'avez Oui, vu? madame. Oui, madame. Oui, madame. Madame. Oui, Oui, madame. Lisez. Pas tout. Vous n'allez pas lire parce que c'est tout un code et c'est bête de lire tout le code. Mais je veux que vous commenciez à lire, au moins pour savoir à qui, partie par partie. D'accord, madame. J'aimerais bien d'accord? Oui, C'est madame. très important. D'accord, madame. Parfait. Donc, alors. Donc, et dans ce code de travail, donc, vous allez trouver plusieurs livres et chaque livre, il va traiter de chaque spécifique à qui il s'adresse et il va traiter de toutes les problématiques qui se trouvent dans une relation de travail qu'on va voir en détail pendant le cours. Pendant le cours, mais pour cette séance, on va s'occuper de tout ce qui est, voilà, le contrat de travail, on va s'intéresser à tous les types de contrats, on va s'intéresser au travail syndical, à la grève, à tout ça. Donc, d'ailleurs, je vais vous donner un cours que je vais vous passer, mais pas maintenant, pas tout de suite, pour que vous puissiez avoir une source écrite sur laquelle vous pouvez vous baser et vous pouvez réviser. D'accord? Donc ça, c'est les sources excusez-moi, je vais juste voir les sources
traditionnelle, donc on a dit, il y a la Constitution, il y a le Code de travail. Après, vous avez le règlement. Le règlement, il est certain, c'est le règlement, ça vient du ministère et de la politique du ministère économique et social. C'est des pouvoirs réglementaires. Donc, vous avez la première source qui est, voilà, la source de la Constitution, puis on a le code et parfois on a des règlements qui viennent des ministères, qui viennent de gouvernement. Et donc là, ils vont intervenir fréquemment dans ce domaine à la des arrêts, des circulaires, pour un domaine bien précis, d'accord? Pour réglementer une relation ou un rapport dans le droit de travail. Puis vous avez bien sûr la jurisprudence. Vous savez tout ce que c'est la jurisprudence. En droit de travail, la jurisprudence, elle est énorme. Elle est très, très importante. Des conflits individuels, quand on parle de conflits individuels ou de conflits collectifs, les premiers sont susceptibles d'être tranchés par les tribunaux civils, pénaux ou administratifs. Et quand on parle en premier ressort, c'est le tribunal de première instance qui est normalement compétent. Bien sûr, on parle du tribunal social. Ceci n'est le tribunal communal ou d'arrondissement. Chaque session rend des jugements qui entrent dans sa compétence matérielle. Au deuxième degré, ce sont les chambres sociales, des cours d'appel ou en cassation, c'est la Cour suprême. La Cour de cassation, pardon. Pour ce qui est conflit collectif, ce sont ceux qui sont soumis à la conciliation et à l'arbitrage. D'accord? On fait la différence entre conflit individuel et conflit collectif et on va voir les deux. Ces deux thèmes qui sont très différents, on va voir les deux. Les instances arbitrales jouent un rôle important donc, quand il s'agit de conflits collectifs et c'est eux qui vont élaborer le droit de travail. C'est grâce à ces sentences-là qu'on va améliorer le droit de travail. Bien sûr, la jurisprudence aussi. Et après, vous avez l'usage. Et l'usage, il comporte deux éléments. Il y a un élément objectif, où l'habitude suivie et pratique durant une longue date, que ce soit dans une branche professionnelle ou dans une région, ou bien au sein d'une entreprise, c'est-à-dire qu'on va régler un conflit de travail par l'usage. Parce que, par exemple, dans ce corps de métier, l'usage fait que c'est de cette manière-là qu'on règle le conflit entre salariés et employeurs. D'accord? Et le droit prend ça en considération. D'ailleurs, on va voir par quel outil. Ainsi de suite. On se réfère normalement dans les manières permanentes, donc aussi un élément subjectif qui est l'usage, que la croyance à cette habitude, afin que son application soit impérative. Autrement dit, cet élément lui offre sa force obligatoire, l'importance des usages est considérable, non seulement dans l'histoire, mais aussi aujourd'hui, dans l'histoire de la coopération, etc., mais même de nos jours, puisque la loi, elle renvoie expressément à l'usage qu'on va appliquer dans tel et tel corps de métier. D'accord? Maintenant, il y a les sources juridiques spécifiques. Et là, on fait attention. Il y a les conventions collectives, les règlements intérieurs, d'accord? Et après, on a le contrat de travail. C'est quoi les conventions collectives? Ce sont le résultat des accords de volonté entre un ou plusieurs employeurs d'une part et les représentants de la collectivité des travailleurs d'autre part. D'accord? C'est la volonté de plusieurs employeurs et la collectivité de travailleurs. On va prendre un corps de métier. Tous les employeurs qui sont dans ce corps de métier, ils vont rencontrer les travailleurs, la majorité des cas, c'est les syndicats, ils vont rencontrer et ils vont se mettre d'accord pour réglementer le métier et pour réglementer le rapport de travail au sein de ce métier et on appelle ça une convention collective. Madame, pardon. Oui. S'il vous plaît, les informations que vous êtes en train de dire seront disponibles sur le PDF ou on a besoin de les enregistrer maintenant? Là, j'enregistre le son, mais après, je vais vous donner un cours en PDF. D'accord, madame, merci. Mais d'accord, merci. Mais je ne vais pas vous le donner tout de suite. J'aimerais bien que vous m'entendiez et que vous notez ce que je dis, d'accord? Oui, madame, merci. Mais, oui. Mais j'espère qu'on va que les cours en présentiel seront permis le plus rapidement possible. Mais jusque-là, c'est bien, c'est compréhensible? Vous n'avez pas de questions?
Non, madame, pour maintenant, j'ai pas de questions. C'est tout clair. Personne n'a de questions, c'est bon? Aucune question, madame. Bien, madame. Parfait. Les sources juridiques spécifiques, il faut en faire attention parce que c'est très intéressant. C'est une spécificité du code de travail. Donc là, je suis en train de vous expliquer ce que c'est la convention collective. Après, on va expliquer le règlement intérieur et c'est après que vient le contrat de travail. D'accord? Donc la convention, je reviens, la convention collective. Donc c'est un accord, je vais essayer de la rendre la plus simple possible, entre plusieurs employeurs qui travaillent dans un seul domaine. On va dire que tous les employeurs de l'industrie du textile vont se mettre d'accord avec les représentants salariales de la même, de la même industrie afin qu'il y ait un accord. Il contient des principes, des dispositions qui sont plus favorables que celles des lois et règlements en vigueur et ne peut déroger aux règles d'ordre public. Il détermine son champ d'application qui peut être national, régional, local ou limité à un ou plusieurs établissements ou plusieurs entreprises. En général, ces conventions sont devenues une source sui generis, c'est-à-dire c'est du fait de ralentissement de l'activité législative. D'une part, c'est ça, la convention collective, elle va nous permettre de régler plus de problèmes que le code de travail lui-même. De même, l'opinion dominante souhaite qu'il serait préférable de laisser les intéressés déterminer eux-mêmes les règles qu'ils entendent suivre. Par un autre plan, elles ont l'avantage d'instaurer une paix sociale. Leur objet peut être bien englobé. Toutes les questions relatives à la relation de travail, c'est pour ça d'ailleurs qu'on les compare parfois à des véritables traités de paix et des véritables conventions, c'est comme les conventions internationales. En fait, pour que je sois claire, nous avons un code de travail, on est bien d'accord. Le code de travail, il régit la relation de travail de manière générale. On est d'accord. Il va régir tous les rapports qui existent entre un employeur et un salarié. Le code de travail ne prend pas en considération un corps de métier et ses exigences. Parce que vous imaginez très très bien que quelqu'un qui travaille au bureau n'a rien, le rapport, le travail qu'il est en train d'accomplir et sa relation avec un employeur n'a rien à voir avec quelqu'un qui travaille dans une usine. On est d'accord. Et vous imaginez très très bien que tous les contrats de travail, c'est pas la même chose, que tous les domaines ne sont pas pareils. Il y a des travaux qui seront plus pénibles que d'autres. La convention collective, elle vient répondre à quelque chose dont le code de travail ne répond pas. La convention collective, c'est une convention, c'est un accord qui va donner plus la possibilité de réglementer la situation entre les salariés et les employeurs dans un domaine précis. D'accord? Et cette convention collective, qui est très difficile d'ailleurs à créer, et elle demande énormément de temps, parce que vous imaginez très très bien que les deux parties ne veulent pas céder, que vous allez toujours avoir la partie de tout ce qui est représentation salariale qui demandera plus d'avantages que ce qui se trouve dans le code de travail, et la partie employeur qui en voudra donner moins. Donc vous imaginez la petite guerre qui peut exister entre employeurs et salariés. L'employeur, il veut que le salarié travaille plus et lui donner bien sûr le minimum, et le salarié veut travailler moins et obtenir le maximum, ce qui est normal. Donc, la convention collective, elle vient pour réglementer ce rapport. Et il n'y a pas mieux que les personnes qui travaillent dans un domaine précis pour savoir quels sont leurs besoins. Sauf que la convention collective ne peut pas enlever un droit qui existe déjà dans le code de travail. Est-ce que c'est clair? La convention collective, elle nous donne toujours plus que le code de travail. Elle permet d'avoir plus d'avantages pour le salarié. Je parle des salariés. Aux salariés que le code de travail qui est venu le protéger. OK? Ça, c'est la convention collective. Après, vous avez le règlement intérieur. La convention collective, elle concerne parfois tout un corps de métier ou toute une industrie. Alors que le règlement intérieur, non. Le règlement intérieur, il va concerner par exemple une société bien précise et pas un ensemble d'entreprises ou un ensemble de sociétés. Le règlement intérieur ou le règlement d'atelier est un véritable traité de l'entreprise ou l'établissement.
Ça concerne qu'une entreprise. Elle a pour but de fixer les conditions dans lesquelles doit s'effectuer l'exécution du travail par le personnel et les sanctions qui peuvent leur être appliquées. Outre les dispositions ayant trait à la discipline, elle réglemente aussi plusieurs situations se rapportant à l'horaire du travail, au salaire, à l'hygiène, à la sécurité, etc., etc. Il faut savoir aussi sur le règlement intérieur, il peut donner des droits qui dépassent les droits donnés par le Code de travail. Et c'est après que vient le contrat de travail, qui est lui aussi source de droit. Le contrat de travail, autant que source spécifique de droit de travail, présente à l'heure actuelle une importance limitée, et ce pour plusieurs raisons. Contrairement à la convention collective et le règlement intérieur, le contrat de travail, lui, il ne permet pas de négocier, parce que la convention collective et le règlement intérieur, c'est les fruits de négociations entre employeurs et salariés. Le contrat de travail, on ne négocie pas. D'abord, la plupart des entreprises, quand ils vous donnent un contrat de travail, la rédaction, elle est d'un écrit un peu fréquente, donc c'est un contrat lambda, c'est un contrat type, et ça dépend du secteur, dans lequel vous allez travailler. Ensuite, le contrat de travail est un contrat d'adhésion et qui, par conséquent, il se caractérise par l'absence de discussion. Il est rédigé d'avance par la partie la plus forte qui est l'employeur et il est rare qu'un salarié, il va venir négocier son contrat de travail. Déjà, il est content d'avoir un contrat, il va le signer. Donc, je reviens à mon idée, parce que cette idée, elle est très importante pour moi. Vos relations, la relation de travail, les règles qui vont régir le travail, ils sont dans le droit de travail et qui vont nous créer ce que c'est réellement le droit de travail. Ce n'est pas le code de travail tout seul, d'accord? Il y a bien sûr le code de travail, mais le code de travail, il inclut que le minimum syndical. C'est très important de le savoir. C'est le minimum que vous allez avoir. Vous allez le trouver dans le code de travail. Après, vous avez Après, vous avez la convention collective qui va vous donner encore plus de droits et qui va être plus appropriée à un métier et à un corps de métier ou une industrie. Donc, elle donnera plus de droits aux salariés par rapport à ce métier-là, et les employeurs, bien sûr, ils vont se mettre d'accord avec ces salariés pour trouver la réglementation la plus adéquate au métier ou à l'industrie ou au corps de métier dans lequel ils se trouvent. Et après, vous avez le règlement intérieur qui est pareil. C'est le fruit de négociations entre les salariés et les employeurs. Ça ne concerne qu'une entreprise. Et dans cette entreprise-là, ils vont se mettre d'accord pour régir l'entreprise, pour réglementer la relation entre le salarié et l'employeur au sein même de cette entreprise. Et là aussi, le salarié doit avoir plus de droits qui se trouvent dans la convention ou dans le code de travail. Et après, il y a la source la plus faible. D'ailleurs, je fais partie de l'école qui dit que la source la plus faible, c'est le contrat de travail, parce que le contrat de travail, le salarié ne le négocie pas. Le salarié, il est content d'avoir un travail, il ne négocie pas, il est dans le besoin d'avoir un travail, on lui donne un contrat de travail. Parfois, on a souvent des salariés qui ne lisent pas leur contrat de travail, ils ne savent même pas ce que c'est, le contrat de travail. Maintenant, je vais vous donner des exemples pour que ça soit clair. Et je vais vous donner un exemple d'un métier qui est nouveau et qui n'est pas tout à fait réglementé par le Code de travail. C'est le métier de conseiller en centre d'appel. Vous voyez ce que je veux dire quand je parle de métier de conseiller en centre d'appel? Est-ce que vous voyez de qui je parle? Les centres d'appel. Quand vous travaillez, qui a déjà travaillé dans un centre d'appel? Personne? Personne. Oui. Là, oui. Ben non. Ben voilà, il y a Redab qui a déjà travaillé. Voilà, j'en ai même 2 qui ont déjà travaillé. Vous avez signé vos contrats. Et donc, dans les centres d'appel, il faut savoir que le Code de travail, la situation des travailleurs de centres d'appel n'est pas très prise en considération par le Code de travail. C'est un contrat de travail. Vous travaillez
en CDI, la majorité des cas, ou même en CDD, imaginons que vous avez un CDI. Le droit de travail, il va vous donner le minimum. Si vous êtes à Sidi Marouf et qu'il y a 3-4 centres d'appel, ils vont créer une convention collective. Cette convention collective, elle va vous donner plus de droits à ces conseillers qu'au code du travail. Par exemple, elles vont vous donner plus la possibilité d'avoir plus de congés, ou la possibilité d'être payé le jour où vous tombez malade et que vous n'arrivez pas à venir en entreprise et vous n'arrivez pas à effectuer votre contrat de travail et que vous allez être quand même payé. Ça, le code du travail ne le prévoit pas. Le code de travail est très simple. Vous travaillez, vous êtes payé à l'heure. Vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas payé. D'accord? Donc, il y a des centres d'appel où malheureusement, il n'y a pas de convention collective de centres d'appel, il y a plus de règlements intérieurs. Il y a des centres d'appel qui auront des règlements intérieurs qui sont plus avantageux que d'autres. Ils vont vous permettre d'être payé même le jour où vous tombez malade et que vous ne pouvez pas venir, par exemple. Alors qu'un autre centre d'appel, il ne va pas le faire. Tout ça, c'est des prérogatives. C'est les conventions collectives qui vous le permettent. Et c'est les règlements intérieurs qui vous permettent cela, mais pas le code de travail. Est-ce que ça vous paraît clair? Les règlements intérieurs et les conventions collectives, c'est ça ce qui permet aux salariés d'avoir plus d'avantages. Vous allez par exemple entendre parler de sociétés où on va vous dire « Ah, vous savez, mais cette personne, elle travaille dans telle et telle société, comme l'OCP par exemple. Ah, ils ont leur congé payé. Ils ont leur congé payé. Le congé de maternité, il est de 3 mois, alors que le code ne prévient pas un congé de maternité de 3 mois. C'est le règlement intérieur de ces sociétés qui ont permis ces prérogatives à leurs salariés. Donc, toujours le règlement intérieur et la convention collective vont être toujours plus avantageux que le code de travail lui-même. Et parfois, quand on a un très bon diplôme, quand on a de l'expérience, on choisit une société selon son règlement intérieur. On va dire, je vais préférer travailler pour telle et telle société parce qu'elle donne plus d'avantages à ses salariés qu'une autre société. Pourquoi? Parce que dans cette société-là, le règlement intérieur, il me permet d'avoir plus d'avantages, plus de congés, plus d'indemnités. Pour les mamans, les femmes en maternité, plus de jours de congé de maternité. Il va me permettre j'aurai un salaire même quand je tomberai malade, etc., etc. Tous ces avantages dont vous entendez parler de temps en temps, ce sont les règlements intérieurs qui le permettent, et non le code de travail, d'accord? Et non le contrat de travail, et ça sera surtout la convention et le règlement. D'où l'importance de la convention et du règlement et le contrat, et pourquoi on dit que la convention collective, le règlement intérieur sont des sources, autant que le code de travail, les sources de droit de travail. Est-ce que c'est clair? J'espère que c'est clair à ce niveau-là. Donc, quand je vous parle des sources, parfait. C'est quoi les sources? Certes, vous avez les sources traditionnelles, nationales. Vous avez aussi les sources internationales. Je vais y arriver parce que, bien sûr, vous imaginez très, très bien que le Maroc a signé des conventions. Il y a premièrement l'Organisation internationale du travail, donc l'OIT. Cette organisation, chaque fois, elle va vérifier est-ce que les pays respectent réellement, puisqu'ils ont signé et ratifié ces conventions, est-ce qu'ils ont bien harmonisé ces conventions dans leur propre législation. Puis vous avez les organes de l'OIT, donc 3 organes principaux assurent le fonctionnement de l'organisation internationale. Il y a la Conférence internationale du travail, le Conseil d'administration et le Bureau international du travail. Donc, pour ce qui est la Conférence internationale du travail, la CIT, elle est formée par l'Assemblée des États membres de l'organisation, donc le Maroc fait partie. En principe, chaque pays est représenté à cette conférence par 4 délégués accompagnés de conseillers techniques. Les 2 autres, bon, les employeurs, je ne vais pas
vous agacer avec ça. Donc, la conférence, qui est souvent comparée à un Parlement mondial du travail, adopte les conventions et les recommandations définissant les normes internationales du travail qui changent. Hein. Il ne faut pas imaginer et dire, ah, mais ces organisations ne servent à rien, on a signé, mais ça ne sert à rien. Non, ça sert à beaucoup, puisque, comme vous savez, dans la hiérarchie des normes, et j'espère que vous le savez, la hiérarchie des normes, les conventions qu'on signe et ratifie, on est dans l'obligation de les harmoniser avec notre réglementation. Et dans le combat qui existe entre la loi interne, notre loi, nos réglementations, les conventions sont prioritaires. D'abord, il y a les conventions, après, il y a la Constitution, après, il y a la loi. D'accord? J'espère que ça, c'est déjà acquis de votre part. Donc, on est dans l'obligation, chaque fois qu'on ratifie, d'harmoniser nos réglementations par rapport à cela. Mais, encore une fois, ça, c'est en pratique, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, pas qu'un petit peu, c'est un peu compliqué que ça parce qu'on aimerait bien, parfois on aime, mais la situation économique, parce que la situation économique, et ça on va le voir, et le droit de travail sont liés de manière très intense. On ne peut pas parler de droit de travail quand il y a une crise économique. Et la première chose, chaque fois qu'il y a une crise économique qui arrive, d'ailleurs le Covid est un exemple, la première chose qui va sauter, ce sont certaines règles du droit de travail qui vont sauter parce que tout simplement, on va voir de manière légale, hein, pas de manière illégale, qu'il y a des mécanismes qu'on prend pour mettre des gens au chômage et qu'on peut rien y faire. Donc, je reviens. Donc, on a dit qu'il y avait l'organisation, il y a les organes, il y a la conférence, il y a le conseil d'administration, qui est un organe qui est élu par la conférence tous les 3 ans. Il siège 3 fois par an. Et c'est un organe exécutif de l'organisation. Il établit l'ordre du jour de la conférence, il détermine les diverses réunions, etc., etc. Et enfin, vous avez le Bureau international du travail, qui est le secrétariat permanent de l'organisation et qui est chargé de préparer les sessions de la conférence, du conseil, etc. Et donc, les actions de cette organisation, il y a 3 modes d'action complémentaires. Elle adopte les normes internationales du travail et surveille l'application. Elle va voir dans chaque pays comment on va appliquer ces normes. Donc, s'ajoute à ça la fonction d'assistance, et là, une assistance que c'est la fonction législative qui se concrétise par l'adoption des conventions et la recommandation par le droit de travail national. Les conventions peuvent se limiter à définir les normes qu'il appartient à chaque État de traduire dans sa législation interne. Toutefois, non, même s'ils n'ont pas force obligatoire, mais les États sont seulement tenus de la soumettre dans un délai de 1 an à leurs organes compétents en vue de les ratifier. Mais les recommandations, on va quand même, on sera obligé à un moment donné de les appliquer et d'harmoniser nos codes et nos législations par rapport aux conventions qu'on signe et qu'on ratifie. D'accord? Ça, c'est. Puis, il y a l'Organisation arabe du travail. Je ne vais pas m'y tarder, parce que voilà, c'est une organisation. C'est comme l'Organisation internationale du travail, sauf que c'est au niveau arabe. Donc, je ne vais pas du tout m'y tarder, mais bon, pas très. Pas énorme, quoi. Et donc, qui, elle aussi, elle a des objectifs, la coopération des États arabes en matière sociale, l'amélioration des conditions de vie des travailleurs arabes. Elle est importante quand il y a des conventions économiques entre des pays arabes où vous allez trouver énormément de salariés qui vont partir d'un pays à un autre pays arabe. Et la majorité des cas, les Marocains, ils sont concernés bien sûr, quand vous allez trouver des Marocains qui vont avoir des contrats dans les pays de Golfe. Donc, l'objectif de cette organisation, c'est de voir quelles sont les garanties de ressources, de se faire, comment on va gérer ces salariés, est-ce qu'on va leur donner un minimum de droits et comment on va à ce que leurs droits de travail ne soient pas qu'ils soient pris en considération. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions?
Donc, ok. La convention collective, j'ai pas vu. Il est où votre... J'ai pas vu, attendez. J'ai pas vu votre... J'ai pas vu votre question. Elle est apparue, elle a disparu. Madame, il y a un petit flèche en mauve. Il faut que vous cliquez sur le... Fermé. Alors, est-ce que les conventions collectives sont uniques ou bien chaque entreprise a sa propre convention? Donc, non, les conventions collectives ne concernent pas chaque entreprise. C'est le règlement intérieur qui concerne chaque entreprise. Il faut qu'on fasse la différence entre deux. Une convention collective, elle concerne un domaine. Elle va traiter soit d'un domaine plus général, soit on aura 3 ou 4 entreprises qui vont se mettre en convention collective. Par exemple, tout ce qui est industrie de... la personne qui a activé, vous pouvez désactiver votre micro s'il vous plaît. Donc, la personne qui a, voilà, les conventions collectives, par exemple, tout ce qui est industrie de textile. On va voir que toutes les sociétés de textile de Heinsberg, elles auront la même convention collective. Elles vont toutes ces conventions-là vont aller traiter du même domaine et du même sujet et réglementer la situation et le rapport salarial entre les salariés de l'industrie du textile et les employeurs de cette même industrie. Elle peut être soit globale, nationale, c'est-à-dire vous avez tout un domaine qui va avoir une convention collective qui va le gérer. Je ne sais pas, par exemple, dans tout ce qui est domaine de transport, tout ce qui est société de transport par car, ils vont tous avoir la même convention collective, d'accord? Et cette convention, elle va être applicable à tous les salariés de ce domaine-là au Maroc. Après, soit donc de manière nationale, soit de manière régionale, c'est-à-dire ça va concerner que un domaine dans une ville. Il s'agit de la zone industrielle de Mohamedia, par exemple, ou la zone industrielle de Heinsberg. Et ils vont se mettre en convention collective pour réglementer la vie de salariés avec leur employeur. Ou ça peut être 3 ou 4 entreprises. Alors que le règlement intérieur, il ne concerne qu'une seule entreprise. C'est le règlement qui est décidé entre l'employeur et les salariés de cette entreprise-là. Est-ce que c'est clair? Ok? Mais vous comprenez que tout ça fait partie des sources. Donc, je le répète encore une fois, je me répète souvent. Comme ça, je ne veux pas qu'il y a d'entre vous qui disent « Oh, on n'a pas entendu, on n'a pas compris ». Les sources du droit de travail, vous allez trouver les sources dans une réglementation et point. Non, les sources du droit de travail, il ne vient pas que d'un code. Il n'y a pas que le code du droit de travail. Ça va plus loin. Il y a le code, il y a la convention, le règlement, le contrat de travail. Et ça, c'est pour les sources nationales. Et après, vous avez les sources internationales, c'est tout ce qui est convention. Et on est obligé, donc les conventions internationales, l'organisation internationale du travail qui est en train de traiter d'ailleurs l'exemple des contrats Uber parce que c'est un problème mondial. Et donc, on va voir ce que l'organisation internationale, elle va dire et comment elle va traiter ce sujet. Et après, on va appliquer ça dans notre propre réglementation intérieure si on trouve que la problématique se pose réellement chez nous. Et déjà, je pense que la problématique, elle se pose réellement au Maroc. Donc, on va voir comment ça va se passer. Donc, ça, c'est pour les sources du droit. On va surtout parler de droit de travail pendant notre cours, parce que le droit social, ce n'est pas que le droit de travail, c'est le droit de travail et tout ce qui est sécurité sociale, tout ce qui est besoin de sécurité sociale. Ça, c'est un thème qui est à part,
Malheureusement, on n'aura pas le temps de traiter les deux et c'est plus important pour vous de maîtriser au moins la matière de droit de travail et de la bien la maîtriser. Donc, pour ce qui concerne le contexte socio-économique, politique et juridique, pour ce qui concerne le droit de travail, les principales finalités qui méritent d'être mentionnées, c'est bien sûr pourquoi il y a autant pourquoi on va essayer de réglementer et de régler la situation entre salariés et employeurs, c'est la condition sociale du travailleur. Le rapport qu'il lie à son employeur est d'un nature à l'exposer à des abus, comme le risque de détériorer agréablement sa situation. Bien sûr, si le code de travail il est arrivé, on a appelé ça le code de l'ouvrier à un moment donné, parce que effectivement, pendant toute l'histoire, il y a le patron, et le patron avait toujours un droit excessif par rapport aux salariés, par rapport à l'ouvrier, et par rapport même au petit agriculteur qui va travailler la terre, et on appelait ça le système féodal. Donc, d'où l'importance d'une telle législation. La législation, elle est arrivée pour être du côté du salarié, de la partie faible, du côté de l'ouvrier, du côté du petit agriculteur. Cette dernière, elle vise également à mieux asseoir la participation du salarié dans la vie d'entreprise. Mais on imagine très très bien que le droit de travail, il est arrivé après un combat énorme, incroyable de la force salariale pour imposer ses droits. Donc, l'amélioration de la condition sociale de travailleur a été toujours appelée à faire sortir les prolétaires de la misère, ce qu'on appelle à créer des richesses. Et on l'a qualifié aussi de progressiste. En fait, tous les textes législatifs et réglementaires font du droit de travail un droit élaboré au profit des travailleurs. Donc, il est ainsi, lorsqu'il s'efforce de leur octroyer au moins des garanties fondamentales, qui est l'emploi, d'avoir une ressource, plusieurs moyens sont conçus dans ce sens. Donc, la priorité à l'embauche, l'absence de discrimination sexiste, les réglementations de licenciement, la formation, la promotion, la suspension du contrat, etc. Donc, vous imaginez très, très bien que la situation du salarié avant le Code du travail n'était pas comme elle est aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le salarié, il a acquis énormément de droits qu'à n'importe quel moment, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des grèves, etc., le salarié ne doit pas les perdre. D'ailleurs, chaque fois qu'un salarié il va acquérir un droit, d'ailleurs, vous m'avez fait penser, je vais vous donner un exemple pour le règlement intérieur. Imaginons qu'une société, elle donne dans son règlement intérieur, elle va décider que chaque salarié aura droit à 30 jours de congé annuel. Imaginons. Si cette société, elle change d'employeur, le nouveau employeur ne peut plus revenir en arrière. C'est ce qu'on appelle le droit acquis. Et donc, dans le droit de travail, il y a cette spécificité. C'est quand les salariés vont acquérir un droit, on ne peut plus revenir en arrière. Même s'il y a un changement d'employeur, même s'il y a un changement économique, etc., les droits acquis restent. Soit on va les améliorer, soit ils vont rester en statu quo. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ce point est clair? Que ça ne peut pas revenir en arrière. C'est-à-dire, si vous êtes dans une entreprise, le jour où vous êtes entré dans cette entreprise, et vous avez trouvé que dans le règlement intérieur, vous avez tel et tel droit, un jour, cette entreprise change vous changez d'employeur, elle change d'associé et de propriétaire, d'accord? Et le nouveau associé, les nouveaux propriétaires, ils vous disent, ah non, désolé, vous étiez vraiment trop gâté, eh ben, on ne va plus vous donner cette possibilité d'avoir, par exemple, je ne sais pas, 1 mois de congé, on va vous donner 15 jours de congé. Vous allez lui dire, mais non, monsieur, le règlement intérieur nous dit qu'on a le droit à 30 jours de congé et non à 15 jours de congé. Eh bien, ce monsieur-là ne peut pas revenir, le nouveau propriétaire de votre nouvel employeur, il ne peut pas revenir et vous imposer 15 jours.
chaque droit que vous avez acquis à n'importe quel moment, il reste acquis et on revient pas, on revient plus sur le droit. Est-ce que c'est clair? Parfait. Je vois des oui. Parfait. C'est bien. Donc, ça, c'est une spécificité du droit de travail. Et il n'y a que le droit de travail qui permet aux salariés, quand ils vont se battre sur un droit, n'importe lequel, donc ils vont, les obligations, on va y arriver aux obligations. On n'est pas arrivé au contrat de travail. Le contrat de travail, on va parler des obligations et on va parler des droits des salariés de ce côté. Là, c'est une petite introduction, cette heure et demie, c'est une petite introduction. Au cours, on parle de manière générale. Et donc, c'est le seul droit où, quand vous allez vous battre quand le salarié va se battre pour tel ou tel droit, ce droit, on appelle c'est du droit acquis, on ne peut pas revenir en arrière. Et c'est normal parce qu'on est face aux salariés et on va réexpliquer la notion, pas aujourd'hui, je vais vous expliquer la notion de partie faible. Le salarié est une partie faible, et une partie faible à qui on va, et d'ailleurs le droit de travail, c'est un droit où il n'y a pas de réciprocité vis-à-vis des deux parties. On va plus prendre la partie du salarié, plus qu'on prend la partie de l'employeur. Il y a trois parties faibles. On va faire même le parallèle avec les autres parties faibles, qui est le consommateur et le locataire, qui sont aussi parties faibles. Mais le salarié est la partie faible par excellence, c'est-à-dire le code de droit de travail, la loi, le règlement, le contrat, tous ces sources-là, tous ces mécanismes, ces outils, ils doivent avoir un but bien précis, c'est celui de la protection du salarié. Donc, vous avez une partie que tous ces outils vont vers elle, contrairement à l'employeur. On va toujours essayer de garantir les droits du salarié. Donc, déjà, on part avec cette idée-là. On va toujours partir avec l'idée que le droit de travail, c'est un droit, certes, qui réglemente la relation entre salarié et employeur, mais c'est un droit surtout qui est venu pour la protection du salarié. Mais bien sûr, il va pas non plus, comment dire, sanctionner l'employeur, parce que sinon, on n'aura plus d'employeur, donc plus de travail, donc plus de salariés. Donc, premièrement, le droit de travail, avec tous les outils dont on a parlé, il doit en premier lieu garantir à ce que le salarié puisse avoir un travail, et en deuxième lieu, à ce que le salarié puisse avoir des ressources, se faire tenir chaque fois que le salarié ne peut fournir son travail, et il puisse avoir maladie, accident, il puisse avoir des congés, etc., autres risques sociaux définis par la sécurité sociale. Donc, il y aura la sécurité sociale. L'amélioration de la condition sociale du travailleur prend obligatoirement en considération la situation de travail lui-même. Donc, le droit de travail, il va traiter des mesures d'hygiène, des mesures de sécurité, les taux des salaires élevés afin de maintenir le pouvoir d'achat, l'épanouissement du travailleur dans l'entreprise. Toutes ces conditions favorisent bien entendu le progrès social de celui-ci. Et on a découvert plus tard que les employeurs vont être d'accord parce que ça favorise l'entreprise aussi. Ce qui nous ramène à la participation du salarié à la vie de l'entreprise. Donc, à l'antipode de ce qu'on a vu dans le droit civil, etc., dans le code, dans le COD, le droit du travail se caractérise par le fait de groupe, de collectivité, d'entité. On parle d'entreprise. Et même quand on parle de salarié, certes, il y a la relation individuelle, mais on parle aussi de la relation collective. D'ailleurs, chaque fois que les salariés vont demander un droit, ils vont le demander de manière collective. Ce n'est pas un salarié qui va partir voir son employeur pour lui demander tel et tel droit. Et on va tous se battre, autant que salariés, pour obtenir de manière collective un droit. Donc, il doit surtout prévoir ses droits, chercher à se valoriser, donc le salarié, puisque c'est là où il est censé passer toute sa carrière professionnelle, depuis qu'il était jeune travailleur jusqu'à l'âge de la retraite, parce qu'il ne faut pas oublier que la majorité de notre temps, bon, aujourd'hui Covid c'est autre chose, mais en même temps avec le télétravail, on passe la majorité de notre temps dans le travail.
Donc, il faut pas l'oublier, c'est très important. La représentation du personnel, autant qu'institution chargée de parler au nom de tous, donc il faut toujours que quelqu'un représente les salariés, de présenter les réclamations les parties, comme elle peut réduire, sinon anéantir les sources de conflit. La présence même du syndicat, la création du syndicat, elle est très avantageuse. Les rôles de concertation, négociation, éventuellement de contestation peuvent être un facteur de paix sociale plutôt qu'une cause d'agitation. Il s'agit de défendre les intérêts d'un ensemble de personnel sans négliger celui de l'entreprise. En pratique, l'équilibre entre ces deux contraintes est relativement difficile à mettre en œuvre, mais c'est ça qu'on cherche quand on négocie avec les employeurs. En même temps, les salariés n'ont aucun intérêt à ce que les employeurs perdent, parce que si les employeurs perdent, ils perdent leur argent, leur travail. C'est normal. Donc, je ne vais pas demander à ce que mon employeur il me paye un certain salaire et qu'il paye tous les autres un certain salaire et que cela mette en péril l'entreprise. Et en même temps, je vais demander à ce qu'on améliore ma situation de travail pour que je puisse venir au travail et que l'employeur va l'entendre pour que les salariés puissent travailler dans des meilleures conditions, donc travailler plus et travailler mieux, travailler de manière plus efficace. Et donc, ce droit, il permet cette participation entre le salarié dans la vie de l'entreprise et qu'il n'y a pas l'entreprise d'un côté, le salarié de l'autre côté. On est tous dans le même bateau. Et d'ailleurs, c'est l'avantage du règlement intérieur et de la convention collective. Ça permet de sentir le fait qu'on est tous dans le même bateau. Ça permet qu'on va négocier une convention collective. On négocie pour que nous, les salariés dans cette entreprise, on puisse avoir des conditions de travail qui soient bien. Et en même temps, on prend en considération à ce que cette entreprise, qu'elle va grandir, qu'elle va gagner, qu'elle va faire des profits parce qu'on est lié à l'entreprise. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, c'est tout à fait clair. Parfait. Donc, je veux juste qu'on comprenne le contexte socio-économique, politique et juridique dans lequel tous ces outils et le droit de travail en général est né. Après, vous avez bien sûr les limites économiques et politiques du droit de travail. Donc, au début, c'est bien beau, on est tous là, on se met tous d'accord pour que on puisse avoir les meilleures conditions pour travailler. On se met d'accord pour les employeurs, ces derniers, eux également, ils aimeraient avoir que les salariés travaillent au mieux pour qu'ils soient de plus en plus efficaces. Mais à un moment donné, il y a des limites. Sinon, on vivra dans un monde de bisounours, on vivra dans un monde parfait. Et la première limite est économique, parce qu'on peut avoir le droit de travail le plus protecteur, le plus progressiste, on peut avoir le droit de travail le plus protecteur envers le salarié. D'ailleurs, le droit français, si on fait le parallèle, le code français, le code de travail, est un des codes les plus protecteurs de salariés et un des codes les plus compliqués. Sauf que quand il y a une problématique économique, ce code-là, il va nous servir à rien. On peut rien faire parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il ne peut réaliser que ce qui est économiquement réalisable. Il ne peut pas défier l'effet économique. Il ne peut pas défier la pauvreté, la crise, le sous-développement, maintenant une pandémie, comme on le voit. Il va de soi que toute forme sociale ainsi que toute concession faite aux travailleurs affecte leur profit qui est nécessaire aux investissements. Donc, dans tous les cas, il y a toujours une limite qui est une limite économique. Et cette limite économique, elle nous dépasse. Et le Covid est un très bon exemple. Aujourd'hui, on est en train de vivre une crise à cause d'une pandémie internationale. On peut avoir le code de travail le plus exigeant possible. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. On ne peut rien faire parce que ça dépasse la relation qui existe entre le salarié et l'employeur. Ça dépasse même l'employeur. Donc, les masses de salaires, des salaires grèvent le prix de revient de l'employeur, ce sont des charges sociales qui pèsent sur l'entreprise. Il ne faut pas l'oublier. Donc, il est dans l'intérêt du travailleur de ne pas ruiner cette dernière, car sa prospérité économique supporte, voire alimente, le progrès social de cette société. Sur le plan économique toujours, le chef d'entreprise exerce sans limite
sa souveraineté vis-à-vis de l'entreprise, ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Dans le droit marocain, c'est quelque chose qui est limite sacré, donc le chef de l'entreprise, puisqu'il a pris le risque parce qu'on n'oublie pas, c'est qui est le responsable dans une société? C'est le dirigeant de la société. C'est qui est responsable? C'est ceux qui ont pris le risque de mettre un capital de leur propre patrimoine et qui l'ont mis sur ce capital-là. Donc, forcément, eux aussi, ils vont être protégés par le fait d'avoir une souveraineté vis-à-vis de leur entreprise. Donc, le droit marocain lui reconnaît une entière propriété sur celle-ci. Il en réside qu'il peut la diriger comme il le désire en invoquant son pouvoir de direction. Il peut s'exprimer des emplois comme bon lui semble en invoquant par exemple des causes conjoncturelles ou structurelles. En d'autres termes, rien n'interdit de prononcer des licenciements massifs pour faute économique. Le droit de travail, avec les principes protecteurs qu'il comporte, reste trop sensible aux périodes de crise comme on connaît aujourd'hui. Mais donc, la limite économique, elle est là. Et on n'oublie pas que c'est au chef de l'entreprise de prendre ce genre de décision. C'est-à-dire, si le chef de l'entreprise, il va se réveiller un beau jour et qu'à cause du Covid ou à cause une problématique et qu'il voit que voilà, il ne va pas gagner mieux ou même, je vous donnerai des exemples vis-à-vis de plein de sociétés qui fonctionnaient très très bien, pas en Maroc, nous on a profité de cela. En France par exemple, et des usines qui vont fermer, alors que les sociétés gagnent énormément d'argent et ces usines-là vont fermer tout simplement parce que le chef de l'entreprise, les actionnaires dans ce cas-là, ont décidé de fermer ces usines en France et d'en ouvrir dans d'autres pays comme le Maroc. On est bien l'exemple. D'accord? Donc la France, même avec un code de travail le plus exigeant possible, ne peut pas interdire à un chef d'entreprise de fermer une usine. Elle ne peut pas interdire, il n'y a aucun code, aucun droit qui obligera un employeur de supprimer des emplois. D'accord? C'est très important de le savoir parce que parfois les salariés l'oublient. Donc il limite le salarié et dans cette exigence, non. Cette société travaille très bien. Moi, je participe dans cette société et je participe à son succès. Et donc, le salarié, à un moment donné, croit qu'il a le droit de rester dans cette société puisqu'il y participe. Alors que non, ce n'est pas le cas. Il va être pas licencié, on va le remercier. Il va être licencié, on appelle ça un licenciement. Il va être remercié, il va avoir une indemnité, mais rien n'oblige un employeur de garder un salarié. C'est très important de ne pas l'oublier. D'accord? Et même plus tard, quand vous allez étudier cette matière et que vous allez plus tard on va vous demander conseil vis-à-vis de cette matière-là, où vous allez avoir des personnes qui vont venir vous voir pour vous dire, voilà, moi j'ai travaillé tant et tant d'années dans cette société, ils veulent me renvoyer. Il faut pas oublier déjà dans votre tête de juriste que n'importe quelle entreprise peut renvoyer un salarié, même s'il est bon, même s'il travaille bien, même s'il a passé 20 ans dans cette entreprise. Est-ce que c'est clair? Ceci, rien dans la loi n'oblige n'oblige un employeur de garder un salarié. Est-ce qu'il peut-il faire la même chose quand il n'y a pas de crise économique qui affecte son entreprise? Oui, bien sûr, il peut faire la même chose quand il n'y a pas de crise économique qui affecte son entreprise. Mais on va voir, quand on va voir les licenciements, il y a les licenciements normaux, il y a les licenciements abusifs et il y a les licenciements pour cause de crise économique. Mais concrètement, oui, n'importe quel employeur peut mettre au chômage autant de salariés qu'il désire. Les raisons ne sont pas importantes. Non, les raisons ne sont pas importantes et ce n'est pas là où le droit de travail joue. Le droit de travail, il ne joue pas sur le droit parce que c'est le droit de licencier. Là, on est en train de parler au droit de licencier. L'employeur a le droit de licencier qui il veut quand il veut. Nous, autant que juristes et autant que dans le droit de travail, qu'est-ce qu'on va faire? On va protéger le salarié qui va être licencié à avoir ses indemnités et à ce qu'il part avec le maximum d'avantages possibles. C'est ça notre travail. C'est ça le travail
quand on a face à nous un salarié qui veut subir un licenciement. OK, votre employeur a voulu vous licencier, dans quelles conditions on va voir le licenciement? Et s'il n'y a aucune raison pour licencier ces salariés qui ont travaillé pendant 20 ans, etc., il y aura bien sûr une indemnité. L'employeur, il sera obligé d'indemniser ce salarié et on verra cela dans les autres cours quand on parlera de licenciement. Mais déjà, juste dans cette petite introduction, qu'on vient de faire là, pour cette séance, déjà savoir quels sont les droits et quels sont le sens même de ce qu'on parle. Le droit de travail, quel est l'intérêt du droit de travail? On a dit le droit de travail, voilà ses sources et voilà son intérêt. Mais parfois, et je l'ai remarqué avec beaucoup d'étudiants, donc on parle de l'intérêt du droit de travail, qui est bien sûr un droit protecteur du salarié, mais on croit qu'il est tellement protecteur que l'employeur n'a plus aucun droit. Alors qu'on oublie que c'est l'employeur qui a investi, c'est l'employeur le capital, c'est l'employeur qui a créé le salariat, et par conséquent, le droit du travail ne peut pas entacher la liberté de l'employeur à ce point-là. Et effectivement, l'employeur a certains n'est pas dénué de droits et on ne va pas lui prendre toutes ses libertés et tous ses droits. Donc ça, c'est les limites économiques. On a après les limites politiques. Le droit de travail est bien sûr est lié au système politique. Ça, c'est clair. Et si on voit dans l'histoire, et j'espère que vous êtes intéressés par cela parce que chaque matière est liée à une autre. Si vous voyez l'histoire des systèmes politiques, vous allez avoir une idée. Travailler sous un système capitaliste n'a rien à voir avec une personne qui travaille sous un système communiste. Avoir une politique sociale, et là on le voit avec ce qui se passe aux États-Unis, Trump contre Biden, etc. Avoir une politique sociale qui va être plus vers le salarié, etc., n'a rien à voir que d'avoir une politique qui va être plus vers le capitalisme, à donner plus à l'employeur, avec l'idée que si je donne plus à l'employeur, il me créera plus d'emplois, et l'idée socialiste que si je donne plus aux salariés, je créerai moins d'injustice entre l'employeur et le salarié. Donc, bien sûr, les systèmes politiques sont très, très liés au droit de travail. D'ailleurs, c'est son reflet. La naissance juridique du droit de grève, le recours à celui-ci implique naturellement l'usage par le travailleur de liberté. Un régime policier ou autoritaire, il ne va pas tolérer les grèves, alors que dans un système plus libéral, on va pouvoir faire grève, donc exprimer la demande, etc. L'acceptation des conflits sociaux dans un pays signifie avant tout celui-ci d'opter pour la démocratie. Donc, il faut plus de liberté de parole, afin de pouvoir s'exprimer, de dire voilà ce qu'il nous faut, voilà comment les employeurs traitent la masse salariale, etc. Et ça, on le voit. Ça, on le voit. Quand vous êtes dans un système autoritaire, les employeurs, d'ailleurs, les riches deviennent plus riches, les pauvres deviennent plus pauvres. Et le pauvre qui est salarié, qui est ouvrier, c'est le prolétariat, il ne pourra pas s'exprimer. Il ne pourra pas faire grève. Il ne pourra pas faire énormément de choses. D'ailleurs, il faut savoir que au Maroc, le droit de travail, le droit de grève est parmi les premières choses qui ont fait qu'on a obtenu notre indépendance vis-à-vis du protectorat français. C'est la grève des ouvriers casablancais qui sont sortis dans la rue, c'était l'élément déclencheur de notre révolte, autant que peuple marocain, face au protectorat français. Et même jusqu'à aujourd'hui, chaque fois que le peuple marocain est en colère, ça se sent surtout dans les grèves salariales plus qu'autre chose. C'est surtout par rapport quand on touche au travail, quand on touche, et bien sûr, c'est normal parce qu'on touche au salaire, on touche aux ressources. Oui. Une seconde, je lis.
Ça, c'est un syndicat. Il est trop tôt pour qu'on parle de l'Union marocaine du travail. Est-ce que vous pouvez expliquer sa forme juridique? C'est un syndicat, on va en parler après. Ça va venir. Ça va venir. L'Union marocaine du travail, c'est un syndicat parmi d'autres syndicats. Et la forme juridique, c'est un syndicat. Voir comment on constitue syndicat, comment on le fait, dans quel cadre les syndicats travaillent, etc., etc. Et bien sûr, dans quel cadre ils font grève, est-ce qu'ils sont toujours efficaces ou pas, d'ailleurs. Est-ce que le travail syndical tel qu'on l'a connu depuis les années 50, les années 60, est-ce qu'il est toujours aussi efficace ou pas? Est-ce que la grève de manière traditionnelle, est-ce qu'elle est toujours aussi efficace ou pas? On va voir tout ça. Comme je vous ai dit, si le droit du travail est progressiste, c'est parce que la majorité des cas, il est dépassé. Il est progressiste, pourquoi? Parce qu'il est dépassé. Il est dépassé par les nouvelles technologies. Les gilets jaunes, c'est autre chose. Les gilets jaunes, ça n'a rien à voir avec le droit de travail. C'est une revendication populaire. C'est pas que le travail, c'est tout, les gilets jaunes en France. Ça a commencé, les gilets jaunes et la révolte des gilets jaunes n'a même pas commencé par une revendication sociale. Hein. Elle a commencé par un refus d'une loi qui n'a rien à voir avec le droit de travail. Le droit de travail en France, il est très, très compliqué et d'ailleurs, il protège tellement le salarié que c'est devenu une problématique, contrairement à ce qu'on peut croire. Parce que trop de protection fait qu'il n'y a plus personne qui veut investir chez vous. Parce que je ne vais pas me casser la tête à avoir des salariés qui vont me casser la tête pour un oui ou pour un non. Donc, je n'investis même pas. Et je vais investir ailleurs. Et c'est ça ce qui s'est passé en France. Il y a de moins en moins d'investissements et on va investir que dans les domaines où on a besoin de cerveau, on a besoin de compétences. Ça aussi, on va parler. Et pour tout ce qui est métier, on a besoin d'ouvriers simples. On ne va pas le faire en France parce que l'ouvrier, il a un code de travail très compliqué qui le protège, alors que dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Et par conséquent, moi, je vais pas me casser la tête. Cette tâche-là, elle peut être faite par un Marocain, elle peut être faite par un Bulgare, elle peut être faite par un Indien. Donc, pourquoi je vais ouvrir mon usine en France? Donc, vous voyez, c'est le droit de travail, oui. Mais comme on dit toujours, chaque chose doit être dans son juste milieu. Pas trop d'exigences non plus, comme ça on ne perd pas les investisseurs, et pas trop de flexibilité, comme ça quand même nos travailleurs et nos salariés ils sont protégés. Mais dans tous les cas, que ce soit en France, que ce soit au Maroc, que ce soit dans le monde entier, on est tous, et vous, la jeunesse, on est tous menacés par la ubérisation des contrats. C'est-à-dire, on a tous peur qu'à un moment donné, il n'y a plus de CDI, il n'y a plus de CDD, il n'y a plus rien, il n'y a plus de contrat de travail et qu'il n'y a qu'un contrat Uber, qui est un contrat d'entrepreneur. Et par conséquent, l'entrepreneur, on va voir ça quand on va traiter de la qualité du droit de travail. Il est soumis au droit d'entreprise. Et le droit d'entreprise ne protège pas, alors que le droit de travail est un droit protecteur. Donc, j'espère que c'est clair. Vous avez d'autres questions? C'est bon? Oui, madame. Parfait. Donc, on a vu les limites économiques, les limites politiques, pour tout ce qui est contexte juridique du droit de travail, la place du droit de travail dans un système juridique. Oui, c'est bon, ok. Donc, je relis en même temps. Donc, occupe une place autonomie dans le système juridique. Donc, comme on a dit, le droit de travail, il est autonome. Il constitue un élément de cet ensemble ayant des mécanismes et des règles qui lui sont propres. Le droit de travail a des règles qui sont propres au droit de travail. Il n'est pas comme le droit commercial ou le droit de la famille. Le droit de la famille, il est lié par la moudouana. Si vous dépassez la moudouana, il y a un problème. Alors que le code de travail, non.
il y a une autonomie du droit de travail. Elle se manifeste donc dans les ressources juridiques dont on vient de parler, la pratique des conventions, la pratique les négociations collectives, le nombre des conventions conclues entre partenaires sociaux aussi qui peuvent être différents, le processus de la négociation, etc. Donc, chaque fois, on négocie nos droits de travail, chaque fois, on négocie autant que salarié, chaque fois, on va négocier une réglementation nouvelle, chaque fois, on va négocier avec l'employeur. Donc, chaque fois, on va améliorer notre situation de travail. Et même au niveau technique, le droit de travail, il détient évidemment ses propres techniques. Celles-ci sont très marquées par rapport à celles du droit civil. Sur ce plan, ces deux matières connaissent des grands écarts. C'est ainsi que le droit civil, qui a depuis longtemps fait preuve d'une importance, de stabilité, le droit civil, c'est un droit qui est stable, le droit des obligations de contrat, on ne le change pas, on ne le modifie pas. Alors que le droit de travail il est toujours en évolution, il subit le poids des transformations, qu'elles soient technologiques, économiques, etc. Mais le droit civil, mais ça, c'est dans la règle telle qu'on l'imagine, ça c'est la théorie. Mais quand on va dans la pratique, le droit civil, il n'est pas si constant que ça, parce que le droit civil, il se base sur l'autonomie de la volonté. Donc, quand je donne un droit qui se base sur l'autonomie de la volonté entre deux parties, c'est-à-dire je donne la liberté à ces deux parties de me créer un contrat, un nouveau contrat que le droit n'a jamais connu. Et ainsi de suite, tant qu'il respecte l'ordre public et tant que ce contrat ne dépasse pas la loi, il peut y avoir une certaine liberté de la création de ce contrat. Et par conséquent, le droit civil, en fin de compte, n'est pas si réactionnaire que ça. Alors que pour le droit de travail, il ignore le concept de l'autonomie de la volonté. Il n'y a pas d'autonomie de la volonté puisqu'on est dans un système qui est inégalitaire. Donc certes, on a la possibilité de négocier. Et chaque fois, on va négocier nos droits. Mais ça ne vient pas si facilement que ça. Ça demande des grèves, d'arrêts de travail, on reprend le travail, on va renégocier, on va reparler. On va acquérir le droit, mais ça va prendre énormément de temps si on ne l'acquiert pas du tout. Donc, le droit de travail, il n'est pas si flexible que ça, en fin de compte. Et toutes ces lois sociales sont faites pour adoucir les effets de cette inégalité, mais l'inégalité, elle reste. Par ailleurs, d'autres points de divergence viennent creuser davantage le fossé. En premier, le droit de travail connaît une atteinte fondamentale à l'effet relatif des contrats, parce qu'on ne parle pas d'autonomie, c'est une limite à l'autonomie de la volonté. Les obligations n'engagent que ceux qui ont été partie de l'acte. Donc, ils ne respectent pas l'autonomie de la volonté telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Et je ne veux pas entrer dans ce sujet qui est de l'autonomie de la volonté, parce que c'est un sujet qui me tient bien à cœur pour savoir comment le droit de travail, contrairement au droit des obligations et des contrats, ne respecte pas réellement le principe même du contrat, et on parle de contrat, qui est l'autonomie de volonté. D'accord? Et j'aimerais bien que ça soit clair pour vous. Le principe de l'autonomie de volonté, c'est que quand il y a cet accord, avant que vous signez vos contrats, eh ben, il n'y a que le contrat de travail où on ne vous donne pas votre mot à dire autant que salarié. Vous venez et vous le signez et vous êtes obligé de le signer. Et d'où l'importance du code de travail qui vient et qui, dans le cas où le contrat, il est contraire au droit de travail, donc le contrat, il doit être nul et on verra quelles sont les conséquences. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que c'est bon pour cette séance? Pas de questions? Tout est bon? Alors, pour la prochaine séance, concernant le contrat de travail, oui, concernant le contrat de travail, quoi? Amen? Ça va venir. On va parler du contrat de travail. On va parler du contrat de travail. Normalement, bien sûr que vous avez la possibilité de négocier votre contrat de travail. Officiellement, oui. Tout le monde a le droit de négocier son contrat de travail. Mais imaginons votre premier boulot. Est-ce que vous allez négocier votre contrat de
travail. Vous avez trouvé un premier travail. Est-ce que vous allez le négocier? Alors vous êtes 5 ans sur le poste. Est-ce que vous allez le négocier? Ben non, bien sûr que vous n'allez pas le négocier. Et c'est ça la problématique, et c'est ça dont on va parler la semaine prochaine. Parce que le contrat de travail est un contrat qui ne respecte pas tout à fait, qui ne respecte pas tout à fait le DOC, qui ne respecte pas les dernières des obligations et des contrats, et ce qui explique par conséquent pourquoi on a besoin d'un droit de travail. Donc, ceci est lié à cela. Et bien sûr, ça part avec le grand titre de cette discussion, si on en discute, ça part toujours avec cette idée-là qu'on ne négocie pas. Moi, en tant que salarié, je suis déjà tellement content d'avoir un travail parce que cela me permettra d'avoir des ressources, cela me permettra de survivre. On parle de travail, on parle de salaire, on parle de ressources, ce qui est très important. Donc, c'est tellement, le jeu, il est tellement biaisé qu'il n'y a réellement, il n'y a pas d'autonomie de volonté. Donc, ce que je vais vous demander, s'il vous plaît, pour faire la semaine prochaine, pour que vous vous aidiez à comprendre tout. Attendez. Comment ça les récupérer? Comment vous voulez que je récapitule les points essentiels? Là maintenant, je vais faire, oui, là je vais vous dire ce qu'on a vu. On a vu la première chose, les sources du droit de travail, d'accord? On a dit que les droits de travail, il vient premièrement d'un code. Le code, et je vous ai mis le code pour que vous puissiez jeter un coup d'œil sur le code. Tant que vous n'avez pas jeté un coup d'œil sur le code, ça ne va pas. Hein. On parle de choses qui ne sont pas touchées. Vous allez jeter un coup d'œil. Après, vous avez les 3 outils internes qui sont la convention, le règlement, le contrat de travail, qui sont aussi des outils, qui sont des sources de droit de travail. Et au niveau international, vous avez les conventions. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est ces sources-là, le code de travail, la convention collective, le règlement et le contrat de travail. C'est les sources qui nous intéressent. Les conventions, dans tous les cas ratifiées, on va les mettre où? On va les harmoniser dans le code de travail. Ça fait un petit tour. Ça revient au code de travail. Donc, nous, ce qu'on doit garder en tête, les outils, j'insiste sur le mot outils. Les outillages que moi, en tant que praticien de droit social, quand je vais avoir une personne qui va venir me poser une question, un salarié, pour demander ses droits, je vais utiliser les outils. Je vais dire qu'est-ce qu'a dit le code de travail, mais avant de dire qu'est-ce qu'a dit le code de travail, je vais voir premièrement le contrat. Est-ce qu'il a un CDI ou il a un CDD? Après, je vais voir le règlement intérieur de la société que cette personne travaille. Après, je vais voir la convention. Et c'est après que je vais voir le code de travail. Parce que le contrat donne des droits et la réglementation donne des droits encore plus que la convention. La convention donne des droits encore plus que le code du travail qui est le minimum, qui est la base. Et les autres contrats qu'on va signer, les autres conventions, il y aura une amélioration. Ça concerne les sources. Et c'est ça ce que vous deviez garder. Le plus important aujourd'hui, ces sources-là, ils doivent être compris. Qu'est-ce que c'est une convention? Qu'est-ce que c'est un règlement? Et le contrat de travail. Après, on a discuté de l'intérêt du droit de travail, l'intérêt au niveau comment le droit de travail, il permet aux salariés d'avoir le droit d'avoir des ressources, le droit d'intégrer une entreprise, le droit de participer dans l'entreprise et de sentir une partie de l'entreprise, et grâce au règlement intérieur et grâce à la convention collective surtout, et aussi le contrat de travail, mais surtout on va inclure plus dans le règlement intérieur. Comment ce droit est un droit collectif, où le bien collectif va primer, où on va travailler de manière, demander des droits pour toute une partie de l'entreprise qui est la masse salariale, c'est-à-dire tous les salariés. Ce n'est pas un droit individuel, c'est plus un droit collectif. On va plus demander davantage. C'est les avantages, ça va toucher tous les salariés. Ça ne va pas toucher un salarié ou les 2 salariés, mais tous les salariés. Et on a parlé des limites. Les limites, il y a les limites économiques, et ça, c'est qu'il faut les prendre en considération parce qu'on ne va
Jamais, malgré qu'on a le code de travail le plus protecteur possible, s'il y a une crise économique, s'il y a une économie faible, bah, cela ne protégera certainement pas l'employeur qui sera licencié. On va voir tous les types de licenciement. Et on a parlé aussi de la liberté de l'employeur, que le droit de travail, certes, il essaye que cet employeur puisse donner au maximum aux salariés, mais il ne peut pas obliger l'employeur bien sûr, de ne pas licencier. Et après, on a vu qu'il y avait aussi des limites politiques. Et voilà. Donc, en gros, c'est ça ce qu'on a vu aujourd'hui. Et les limites techniques et juridiques, ça, c'est tout ce qui concerne les limites de l'autonomie. D'abord, par rapport au droit privé, et après, on va le voir par rapport au droit public. Et on va voir aussi les particularités tenant à l'application du droit de travail dans la prochaine séance. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est bon pour eux? Ça va? Très bien, parfait. Donc, c'est clair, parfait. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. J'espère que vous allez lire le début. Attendez, je vais l'ouvrir, comme ça j'ai une idée. Ah, ça a bloqué. Bah, écoutez, parfait. Ça a bloqué, ça ne veut pas ouvrir. Ah, voilà. Je l'ai. Ah, voilà. Donc, vous avez les définitions dans le titre premier. Le deuxième titre, vous avez les définitions. Vous lisez juste les premiers, les dispositions générales. Vous lisez juste jusque-là. D'accord? On ne va pas parler des conventions relatives. Si vous voulez parler des périodes d'essai, non. Laissez les conventions relatives, juste les premiers. Faites une lecture, comme ça, au moins, vous avez une idée de quoi on parle. D'accord? Ça a bloqué. Ça a bloqué. Je ne vois plus rien parce que ça a bloqué. Je suis entrée pour voir le code et je veux revenir au cours et je ne peux pas. Et bien,